Bienvenue dans le QG Weekend. Voici les titres de ce journal. Sommet sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'objectif de cette rencontre qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région est de revitaliser l'accord cadre de 2013 au moment où le M23 continue de semer le chaos à l'est de la RDC en dépit de la présence sur place des forces militaires pro-gouvernementales. Alors que les combats font toujours rage à Khartoum, malgré les annonces répétées de cessez-le-feu, des pourparlers se sont ouverts ce samedi en Arabie Saoudite entre l'armée soudanaise et les paramilitaires sur l'éventualité d'une nouvelle trêve. Au moins 150 morts et une centaine de disparus, bilan très lourd après les crues provoquées par de fortes pluies dans le sud Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo. Charles III a été couronné ce samedi 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres. Plus de 2300 personnes triées sur le volet ont été conviées à assister au sacre du nouveau roi britannique. Parmi ses invités, des monarques étrangers, des chefs d'État, à l'instar de nombreux dirigeants africains qui ont fait le déplacement outre-Manche, des dirigeants notamment des pays du Commonwealth, à l'instar des présidents gabonais Ali Bongo Ondimba, dont le pays a récemment adhéré à l'organisation, tout comme le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, qui était également à Londres. Une forte délégation africaine sur place, y compris des personnalités issues de pays francophones non affiliés au Commonwealth, comme le président des Comores, Azali Assoumani, qui ont donc tous assisté au couronnement de Charles III, qui intervient près de 8 mois après les funérailles de la reine Elisabeth II. Tenu ce samedi 6 mai au Burundi du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la République démocratique du Congo, un sommet consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC où les combats font toujours rage et ils sont orchestrés par le M23, des rebelles qui, malgré la présence des forces militaires pro-gouvernementales, poursuivent leur offensive. C'est un sujet de la rédaction. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une préoccupation régionale, au cœur du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la RDC, qui s'est tenu ce samedi 6 mai à Bujumbura. L'objectif de cette rencontre, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, est de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé en 2013 par le biais d'un cadre négocié par l'Union africaine et les Nations unies. L'ONU, dont l'actuel secrétaire général participe également à ce sommet. Dans la capitale burundaise, il s'est exprimé sur l'importance de l'accord cadre. La crise actuelle souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre de façon intégrale les engagements de l'accord cadre. Et cela implique des moyens techniques, financiers et humains. Je renouvelle mon appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Des groupes armés, quels qu'ils soient, locaux comme étrangers, doivent déposer les armes en RDC. Déposer les armes à l'heure où l'offensive du M23 provoque un déplacement massif de population, aggravant une situation humanitaire déjà très critique. Au terme de ce sommet, l'ONU espère une adoption d'une nouvelle feuille de route destinée à mettre un terme aux causes profondes de cette instabilité. Chacun doit en finir avec les discours de haine et œuvrer pour rétablir la confiance et s'abstenir de toute action susceptible de saper les progrès réalisés pour la paix en RDC. Les Nations unies, à travers notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, continueront à soutenir les initiatives de paix régionales, y compris les mécanismes établis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Grand absent à ce sommet, le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé par le gouvernement congolais et par l'ONU de soutenir les rebelles du M23, qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, malgré la présence des forces militaires pro-gouvernementales. Après 3 semaines de combats qui ont fait au moins 700 morts au Soudan,
5 000 blessés et 335 000 déplacés. Des discussions se sont ouvertes ce samedi entre des représentants des forces armées du général Abdel Fattah al-Burhan et des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo à Jeddah en Arabie Saoudite. Depuis plusieurs jours, l'émissaire des Nations Unies au Soudan explique que les deux belligérants s'étaient dit prêts à entamer des discussions techniques portant uniquement sur les modalités d'un cessez-le-feu, alors que jusqu'à présent, toutes les trêves annoncées n'ont jamais été respectées. Les combats se poursuivent en effet à Khartoum et au Darfour, alors que l'armée et les paramilitaires entament ces discussions en Arabie Saoudite. Les affrontements ont continué ce samedi entre l'armée et les forces de soutien rapide dans la capitale, mais aussi dans la ville de Bari. À Khartoum, des bruits d'armes lourdes ont été entendus à proximité du palais présidentiel et du commandement général de l'armée. De son côté, l'ONU alerte 860 000 personnes pourraient traverser les frontières au cours des prochains mois. C'est ainsi que les Nations Unies appellent à la mobilisation des pays voisins. Écoutez Elisabeth Tan, directrice de la protection internationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous voulons que les pays permettent aux civils qui cherchent à quitter le Soudan d'accéder à leur territoire sans discrimination. Cela s'applique donc aux ressortissants soudanais, aux ressortissants étrangers, y compris les réfugiés hébergés au Soudan, aux apatrides, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas de passeport ou toute autre forme d'identification. Il y a des Soudanais qui se trouvent en dehors du Soudan et qui ont maintenant besoin de protection. Ils ne devraient pas être renvoyés au Soudan s'ils ont des demandes d'asile en cours. Nous demandons que les décisions négatives soient suspendues et que ceux qui ont reçu un avis négatif ne soient pas renvoyés de force au Soudan pour le moment, compte tenu de la situation là-bas. Les enfants sont parmi les premières victimes de ce conflit. Depuis les premiers jours de cette guerre, au moins 190 enfants ont été tués et 1700 ont été blessés. On écoute James Elder, porte-parole de l'UNICEF. Depuis le début des combats, le 15 avril jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire en 11 jours, les rapports font état de 190 enfants tués et 1700 blessés. Maintenant, lorsque vous décomposez cela sur ces 11 jours, cela signifie que chaque heure, 7 garçons ou filles ont été tués ou blessés. Encore une fois, ce ne sont que des enfants qui se rendent dans les établissements de santé. Je pense que cela souligne l'énormité de la violence et l'impact que cela a sur les enfants. Et c'est sans compter les plus de 8 millions de personnes qui avaient besoin d'aide humanitaire et qui subissent maintenant de très graves conséquences sur leur système de santé et sur leur capacité d'approvisionnement en eau. En raison de la forte affluence et des problèmes logistiques enregistrés depuis le début de l'opération, retard d'acheminement des matériels et mauvais fonctionnement des machines, la commission électorale togolaise décide de prolonger le recensement électoral au niveau de la zone 1 jusqu'au lundi 8 mai. L'opération devait normalement s'achever ce samedi. Cette zone englobe essentiellement les communes de la région maritime où, comme les autres zones, le recensement a démarré le 29 avril dernier en vue des élections législatives et régionales prévues cette année. Aucune date n'a pour l'heure été fixée. Les crues provoquées par les fortes pluies dans le sud Kivu, province de l'Est de la RDC, causent la mort de plus d'une centaine de personnes. Le bilan provisoire des pluies qui remonte à jeudi est d'au moins 150 morts dans le sud Kivu. Les villages les plus touchés sont notamment Chabondo, Bouchouchou et Nyamkubi, où les recherches des disparus se sont poursuivies ce vendredi. À côté du bilan humain, il y a aussi les dégâts matériels. La route qui fait la liaison entre Bouchouchou et Nyambuki est coupée à divers endroits. Des sources d'eau potable ont été endommagées. Des centaines de maisons ont été emportées. Alors que la société civile exhorte les autorités à mobiliser les fonds afin de venir en aide aux rescapés. Le gouvernement, de son côté, a décrété un deuil national qui prendra effet le 8 mai prochain. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais en province du Sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. La victoire à Roland-Garros de Yannick Noah, c'était il y a 40 ans. Et cette année, le mythique tournoi du Grand Chelem entend marquer l'anniversaire, un hommage au dernier vainqueur français d'origine camerounaise. La journée du samedi 27 mai, veille de la première journée du tournoi de Roland-Garros, lui sera dédiée. Notre journaliste José Douglas revient sur cet événement qui se prépare. Roland-Garros 2023 du 23 mai au 11 juin, le spectacle sportif s'annonce une nouvelle fois passionnant avec 20 épreuves au total et 891 matchs prévus sur les cours de la Porte d'Auteuil. Des épreuves de tennis fauteuil, le trophée des légendes. Ce rendez-vous proposera désormais des matchs d'exhibition sous 3 formats différents, double messieurs, double dames mais aussi double mixte. Beaucoup d'animations sont prévues et puis il y aura la fameuse journée Yannick Noah pour célébrer le tennisman franco-camerounais le samedi 27 mai, mais aussi un hommage à l'homme engagé depuis plus de 30 ans auprès des enfants. Absolument, je vous l'ai dit, on a quelques petites choses qu'on a envie de lui proposer. Je pense à la journée des enfants qui est rebaptisée la journée Yannick Noah, pas seulement pour cette édition d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera pérennisé sur les éditions futures. Pour Yannick, ça lui correspond complètement, voilà, tout son engagement auprès des enfants, son engagement caritatif tout au long de sa vie, voilà, reflète complètement l'esprit de cette journée. La traditionnelle journée caritative de Roland-Garros qui sera désormais la journée Yannick Noah sur le cours Philippe Chatrier. Yannick qui a remporté Roland-Garros en 1983, fut classé 3e à l'ATP, 23 titres en simple, plusieurs fois capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et de la Fed Cup et préparateur mental au Paris Saint-Germain. Évidemment, on a souhaité aussi faire une fresque pour lui. Ça va être, j'ai vraiment hâte que ce soit dévoilé parce que c'est en hommage à sa victoire. Ça va être, je pense, un moment d'émotion aussi pour lui, avec ses proches, avec sa famille, etc. Donc ça aura lieu juste premier jour du tableau final. Et puis d'autres surprises, voilà, effectivement, il y aura peut-être un peu de chansons, peut-être une coupe par-ci par-là qui passera, et puis voilà quoi. Les bénéfices de cette journée du 27 mai seront reversés à l'association Faites le mieux de Yannick Noah. Yannick qui s'est lancé depuis 1991 dans une carrière de chanteur, fils de l'ancien footballeur Zachary Noah et père du basketteur Joachim Noah. Il a gardé des liens très forts avec le Cameroun, pays d'origine de son père, où il réside désormais. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.